Et l'invité, c'est le canton de Mérignac 2, ou plutôt leur représentant, puisqu'il y a avec nous sur C6 Amélie Audoin, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Arfeuil, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc le binôme des conseillers départementaux de ce canton de Mérignac 2. Nous allons parler un petit peu de pas mal de choses, mais pour commencer, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'ombre, on ne parle pas souvent des conseillers départementaux, vous servez à quoi ? Vaste question. On est très utile. Oui. Les conseillers départementaux, donc nous siégeons au département. Peut-être qu'on peut revenir sur l'articulation entre les différents niveaux. Alors, le fameux millefeuille. Le fameux on l'articulation, les va partenariats. en reparler plus tard, un petit peu plus tard. Donc nous, en tant que conseillers départementaux, nous représentons le canton de Mérignac 2. À savoir une partie de Mérignac, Martignas, Saint-Jean-d'Iac. Voilà, les 3 communes. Donc nous sommes à l'écoute du territoire, des acteurs du territoire présents sur le terrain. Et nous siégeons au département où, d'une part, nous représentons les enjeux de notre canton et d'autre part, nous siégeons à l'échelle du département et nous avons chacun des délégations, des missions que nous exerçons à l'échelle du département. Tu veux dire ce que tu... Ouais. Oui, c'est une organisation un petit peu, finalement, qui peut ressembler en quelque sorte à ce qu'on observe à une autre échelle pour les députés, qui sont à la fois représentants de la nation et représentants de leur circonscription. Alors effectivement, comme Amélie l'a dit, nous avons des délégations au sein du département. En ce qui me concerne, j'ai en charge les coopérations territoriales. Alors pour aller vite, les relations avec les communes, avec les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés de communes qui sont en train d'être élues. Et d'autre part, le tourisme. Ça, c'est la délégation qui est la mienne, Amélie ayant un autre champ. Alors moi, j'ai en charge la diversité, l'égalité femmes-hommes, la laïcité, avec une partie importante sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais quels sont vos leviers d'action ? Parce qu'il y a le niveau municipal, le niveau départemental. Voilà, vous dites on fait remonter les infos, mais une fois que vous avez fait remonter les infos, comment on fait descendre l'action au niveau du canton ? Alors, il y a là aussi deux axes. Il y a le premier axe que j'évoquais tout à l'heure dans les délégations qui sont les miennes, c'est la coopération avec les territoires. En gros, c'est comment accompagner les communes dans leurs projets. Alors, historiquement, ça a été beaucoup des subventions, mais pas que. C'est de l'ingénierie, c'est aider à monter des projets, c'est aider à être expert un peu plus sur son territoire. Et puis, nous avons en commun de siéger, par exemple, dans les conseils d'administration des collèges. Et à ce titre, nous sommes les porteurs à la fois des décisions prises par le département, mais aussi des questions qui se posent dans les collèges liées à des questions aussi simples que la restauration, l'aménagement, la cour, les salles. Alors justement, par rapport à la façon dont s'articulent les choses, on est bien d'accord, les écoles maternelles, élémentaires, c'est de la responsabilité de la mairie. Le collège, c'est de la responsabilité du département. Les lycées, c'est du département de la région. Donc, ne serait-ce que par rapport à l'importance au niveau de l'enseignement, vous vous posez là, quoi. Vous avez un rôle important quand même. Où est-ce qu'on met un collège ? On ne le met pas. À partir de quel moment on le décide ? Enfin, voilà, c'est important, ça. Oui, on a un rôle, le département, à la fois dans l'implantation, comme vous dites, des collèges, dans le maillage du territoire. Et au quotidien, dans le fonctionnement des collèges, assurer en premier lieu la sécurité de tous les acteurs du collège et aussi assurer un cadre d'éducation favorable. Par exemple, très concrètement, dernier conseil d'administration du collège des Équem où je siège, la principale adjointe fait remonter une envie partagée par l'équipe éducative travailler l'égalité filles-garçons, la semaine de l'égalité, les filles et les sciences, et chercher des moyens de monter les projets. Je l'ai mis en lien avec nos acteurs territoriaux de la jeunesse. J'ai participé à cette réunion. On a lancé ce partenariat et on va co-construire avec eux, typiquement, concrètement. Voilà. Donc ça, ce sont des actions que j'ai dit au quotidien, mais c'est pas marqué dessus.
On ne sait pas exactement quand le département intervient. On a quand même évoqué les collèges, et ça c'est pas rien, hein, c'est le quotidien de pas mal de personnes. Et on a un autre élément capital qui est vraiment du quotidien pour tout le monde, c'est les routes, par exemple. Oui, c'est les routes. Il y a un peu plus de 6000 km de routes, donc c'est des routes qu'il faut entretenir, qu'il faut aménager, qu'il faut sécuriser. Vous avez vu, quand il a fait froid cet hiver, concrètement, on a des agents du département qui ont été sur les routes, qui ont déneigé, qui ont sablé, qui ont sécurisé. Donc ça, c'est du quotidien, c'est ce qui fait le quotidien des Girondines et des Girondins. Il y a évidemment ce qui est compliqué, ce sont les ponts. Et puis, les ponts, c'est vous aussi. Les ponts, c'est nous aussi. Et puis, alors c'est plusieurs centaines de ponts en Gironde. Vous avez des ponts très emblématiques, vous avez tout petits ponts qui sont aussi de notre compétence. Et certains pas forcément en très bon état, si j'ai bien compris. C'est au niveau national. Hein, il faut travailler à l'entretien des ponts, parce qu'un pont, c'est une liaison assez fondamentale pour l'ensemble des habitants. On a aussi, là tu décris le quotidien, voilà, l'entretien au quotidien. Il y a aussi les périodes de crise, les inondations au mois de février. Les agents du département étaient vraiment sur le pont. Les incendies... Mais sur le pont... sur les ponts et les routes, sur l'eau. Le département a cette compétence d'urgence pour sécuriser les mobilités aussi. Donc, mine de rien, vous intervenez à plein de niveaux, et celui qui est importantissime, c'est bien évidemment tout le volet social. Et là, vous avez un rôle capital. C'est un rôle capital. C'est la collectivité du social, de la protection sociale, de l'aide sociale. Donc c'est véritablement le cœur de notre compétence, qu'on retrouve évidemment dans la construction de notre budget, puisque c'est en gros 2/3 de notre budget qui est consacré à tout ce qui est lié à l'action sociale. Donc c'est par la construction de la loi que nous sommes en responsabilité de ce travail social qui va porter... Alors, on va parler juste par rapport au social, un petit peu le social. Il y a l'aide à l'enfance, il y a les personnes âgées, il y a, on va essayer de détailler un petit peu, parce que social, c'est vaste, hein, on est d'accord. Alors, on va commencer par les petits, par les plus jeunes. Les tout petits. La protection maternelle et infantile. Donc, vous avez un enfant de moins de 6 ans, vous avez une difficulté d'allaitement, vous allez à la maison des solidarités de votre commune ou de votre canton, vous êtes accueilli. Et PMI. Ça, c'est vous. C'est gratuit, voilà. C'est gratuit. C'est pris en charge par le département. On accueille sans condition. Donc, protection maternelle et infantile. Les enfants en danger, les enfants qui ont besoin de protection, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est une énorme compétence du département. Ensuite, si ma mémoire est bonne, il faut juste préciser une chose, par exemple, qui est assez parlante, c'est que lorsqu'il y a des orphelins, c'est ça, c'est le président du département qui en est le tuteur, c'est ça, il y avait un truc comme ça, non? Alors les mineurs non accompagnés, voilà, c'est ça. Le président est responsable légalement. Légalement, c'est ça. De tous ces enfants et de tous ces enfants, c'est-à-dire que juridiquement, c'est Jean-Luc Glaise qui a la charge des enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance. Donc il y a un engagement, en plus une responsabilité importante. Juridique. On en a été juridique, on a été au petit, on va essayer de... On monte un peu. S'il vous plaît. Ensuite, transversal, le handicap. La prestation de compensation du handicap, c'est le département qui la répartit, qui la délivre. Les allocations enfants, adultes handicapés. Très important, l'autonomie, l'APA. Voilà, pour les personnes en perte d'autonomie à leur domicile ou en établissement. Voilà, toutes ces allocations. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est celle que l'on connaît le mieux. C'est le département qui les délivre. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Il y a le RSA. Il y a le RSA, c'est-à-dire dans ce domaine... Un tout petit détail. Voilà, dans ce domaine-là, il y a aussi le RSA. Ouais. Donc ça veut dire que notre champ d'intervention, il consiste, et Amélie l'a bien décrit, à prendre en charge ceux qui sont en danger, ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont un énorme pépin dans l'existence. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si le département ne le fait pas, plus personne ne le fera. Donc il faut aussi avoir conscience de ce rôle majeur et pivot. Enfin, on a tous, dans notre environnement proche, amical, familial, peut-être un jeune qui est handicapé, son dossier va être instruit par la maison départementale des personnes handicapées, et puis il va avoir de l'aide à l'école, il va peut-être avoir de l'équipement à la maison. Enfin, de l'aide pour son déplacement en taxi.
Donc c'est vraiment fondamental. Alors, il y a ce que vous appelez l'aide et que certains appellent l'assistanat. Est-ce que c'est pas un peu compliqué là de vous retrouver donc au centre des préoccupations liées à cette question d'assistanat dont on entend beaucoup parler en ce moment et dont on va encore entendre de plus en plus parler, je pense. Est-ce que permettre à un enfant autiste d'aller à l'école, est-ce que permettre à une personne qui se déplace en fauteuil roulant, en mobilité réduite, de travailler dans de bonnes conditions, est-ce que c'est de l'assistanat ? Moi, je leur pose la question. Moi, je pense que c'est de l'humanisme et que c'est aussi nécessaire pour notre société et que finalement, le coût est moindre si cet enfant porteur d'un trouble autistique est scolarisé et peut s'intégrer et s'épanouir. Le coût aussi sera moindre si cet adulte il peut travailler et s'épanouir pour la société au final. Donc moi, je n'emploierai pas ce terme. Non, mais c'est clair que c'est un élément qu'on entend souvent et que vous devez peut-être prendre un petit peu dans la figure, peut-être pas au quotidien, mais non. Je vais prolonger l'exemple d'Amélie, une personne âgée qui cherche à rester à la maison parce que finalement vieillir chez soi, c'est sans doute, quand son état de santé le permet, la meilleure chose qui puisse être. Un petit peu d'aide pour garantir cette autonomie avec l'aide personnalisée à l'autonomie, que quiconque vienne me dire que c'est de l'assistanat à des gens qui ne voudraient pas travailler ou que sais-je encore. Il y a ça. Alors, ça n'est pas ça. Soyons sérieux. Là, on est bien d'accord. On est effectivement en plein milieu du débat qui est court en ce moment. Le côté où on entend souvent dire ils ont qu'à y bosser. Oui. Alors, il n'y a qu'à traverser la rue. C'est une formule qui a fait Florès et qui était spécialement malheureuse. Aujourd'hui, que l'on me démontre que vivre avec un peu plus de 600 € par mois, c'est une facilité absolue et que ça donne une grande liberté et qu'on n'a pas envie de faire plus. Le département, il verse ces allocations et il accompagne. Il accompagne les personnes qui sont bénéficiaires, avec toute la prudence qui vaut avec le terme de bénéficiaire, mais qui sont bénéficiaires du RSA, pour les accompagner dans l'insertion, pour les accompagner dans le retour à l'emploi. On a un dispositif qui permet de cumuler le RSA avec des emplois l'été dans le secteur agricole. Ça, c'est très concret. C'est bien de dire, le RSA, il vient faire un espèce d'effet levier pour que demain, je sois plus dans l'emploi. Oui, mais il suffit de regarder un petit peu les chaînes d'infos, les réseaux sociaux. Très souvent, on a des gens qui disent tous ces gens, finalement, ils sont mieux à être assistés parce que s'ils cumulent un petit peu, ils gagnent autant que quelqu'un qui travaille, donc ça n'incite pas à reprendre du boulot. Est-ce que je pose la question. C'est une simplification hâtive. La plupart des gens ont quand même le souhait de leur autonomie, le souhait de leur émancipation et de leur épanouissement. La plupart des gens. Ça ne sera jamais total, bien sûr. Donc, nous sommes convaincus, et c'est concret, on voit les résultats en fait. Quand on accompagne les gens, qu'on leur met le pied à l'étrier, ils peuvent avancer et repasser dans une meilleure autonomie dans le système. Voilà, donc là on a parlé de la politique de terrain, ce que vous menez au quotidien. Est-ce qu'il ne vous semble pas que cette question va devenir une question politique, au sens politicien du terme, centrale dans les mois qui viennent? Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, mais ça risque un petit peu de se passer des trucs là quand même. Oui, vous avez vu les débats très âpres qui ont eu lieu autour de ces textes compliqués que sont les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. C'est une question cruciale, mais c'est des choix de société. Quand le département il intervient auprès de ces personnes qui pourraient ne bénéficier de rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je demande de l'ERSA, c'est que je n'ai plus aucun revenu. Enfin, il faut quand même dire les choses clairement. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux une société où finalement, pour les personnes qui ont des très 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 faibles revenus, voire qui n'en ont pas, je m'en remets, je ne sais pas comment, à des systèmes de charité, de bienfaisance, ou bien est-ce que c'est le choix qui a été fait par Michel Rocard, dans les années 90, de créer le RMI, précisément revenu minimum d'insertion. Il y avait tout dedans.
Revenu, bah oui, parce qu'il faut manger. Minimum, parce que c'est pas grand. Insertion, parce que on va pouvoir se remettre en mouvement dans la société, dans le travail. Enfin, il me semble que c'est un vrai choix de société. On peut dire, enfin, il y en a qui le diront peut-être, mais finalement, ces gens-là sont d'incroyables feignants. Non, enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est méconnaître le réel, ce que les élus de terrain, municipaux, conseillers départementaux, nous prétendons mieux connaître par notre présence quotidienne dans le canton et dans le département. Ah non, justement, c'est l'occasion de vous demander des nouvelles du canton de Mérignac 2. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Quelles sont les difficultés là, que vous sentez venir Sentons déjà ce qui va bien. Oui, on va commencer. Oui, ok, d'accord. On va faire ça. Ça me paraît. On va commencer par le positif. Vous avez raison. Regardez, ça va changer un peu. C'est un canton qui a la chance, d'une part, d'avoir quand même un tissu économique. On n'est pas loin ici, d'un très grand dynamisme, qui donc amène évidemment cette activité qui est bienvenue. C'est un canton qui est aussi riche de son monde associatif. Alors, ce sont Ça, vous intervenez aussi au niveau du département pour subventionner certaines associations, notamment dans le domaine social, j'imagine, bien sûr. Pas uniquement. Pas que. Ouais. Par exemple, à l'échelle de la ville de Mérignac, pendant le temps du mandat, les subventions aux associations, c'est 6 millions. Rien que pour Mérignac. Pour la ville de Mérignac. Pour la ville de Mérignac, d'accord. 6 millions pendant le mandat. Donc oui, on finance les associations selon certains critères. D'accord. On va financer le sport féminin, on va financer l'insertion, on va financer, fonction, on va pousser. Donc c'est un département qui se porte... Un canton. Pardon. Le département se porte bien, naturellement. On va en parler plus tard de ça aussi. Non, mais il se porte bien, cette présence sociale. On a des collèges, on a 3 collèges, voilà, enfin en particulier 2 collèges qui sont... en pleine forme, en pleine santé. Le collège des EKEM, c'est Amélie qui y travaille énormément pour améliorer, enfin, tu en parles, les conditions d'accueil des élèves. Enfin, oui, on a une super équipe pédagogique, des parents d'élèves très participants aussi, et on a un collège qui est complet à l'heure d'aujourd'hui. Donc on travaille, on a déjà modifié en partie la carte scolaire. Il va falloir qu'on continue à travailler en ce sens, à l'ajuster, parce que les autres collèges de Mérignac, qui font partie de l'autre canton, peuvent encore accueillir des élèves. On a travaillé à la restauration, c'est un peu plus de 800 élèves, le collège des EKEM. Il faut faire manger 700 enfants à peu près 2 heures, 700 enfants et personnel. C'est pas rien. Ouais, donc ils ont voulu mettre en place un système de badgeage, le département les a accompagnés. Voilà un peu pour les collèges, ouais. Il en manquerait un collège supplémentaire, d'après ce que vous voyez, parce qu'on ne sait pas trop où en est la pyramide des âges, mais... Alors on perd environ... la prospective, c'est environ 15% d'élèves... D'élèves en moins à 10 ans. D'accord. Donc on s'y prépare, à l'échelle de la ville aussi. Ça, c'est un vrai enjeu pour toutes les collectivités territoriales, quand même, la dénatalité, la démographie qui évolue. Pour nous, la prospective, c'est un vrai enjeu. On travaille dessus. Donc, il ne faut pas faire grand-chose. Non, mais on essaie de l'appréhender, de l'évaluer, de l'anticiper le mieux que l'on peut. C'est pas évident, vous avez raison. Donc, le collège, les autres collèges sont un peu en deçà. On a de la place dans les autres collèges. Donc ça, c'est pas un manque. Pour l'instant, c'est pas une priorité sur le canton, Mérignac 2. Encore une fois, le travail aux EKEM, enfin Amélie le mène au quotidien, c'est un point d'attention très particulier. C'est un contact quasi quotidien avec la principale. Donc voilà, ça c'est un enjeu. Et puis quelque chose qui passe tout à fait inaperçu et que moi j'ai envie de souligner, c'est qu'on a 2 centres de secours sur le canton de Mérignac 2. On a une caserne, un centre de secours à Saint-Jean-d'Illac, et puis on a pas très loin d'ici. La caserne Saldou, qui est un grand centre de secours. Et oui, le département, c'est vous aussi. Et le département, les pompiers, c'est nous, avec les collectivités. Oui. Mais c'est les pompiers, c'est un peu plus de 100 millions d'euros dans le budget du département. C'est pas rien. Donc ça aussi, dans le mariage départemental du canton, il pèse aussi, parce que vous savez, c'est l'organisation des sapeurs-pompiers fait que les sapeurs-pompiers du canton de Mérignac 2, par le système de gestion téléphonique, il va intervenir partout en Gironde, voire au-delà.
Et moi, j'ai du souvenir en 2020 où les pompiers à Saint-Jean-d'Illac, ils avaient accueilli un certain nombre de collègues qui venaient d'un peu partout en France avec les incendies. Les incendies. Oui, parce que le SDIS, c'est aussi le département. Parlons un petit peu alors pas des sujets qui fâchent, mais en tout cas des éléments que vous sentez venir, sur lesquels il faudrait pouvoir agir plus rapidement. Voilà. Il y a une montée de la pauvreté dans le canton. Enfin voilà, comment ça se passe ? Notre travail et celui du département, c'est de répondre justement à ces besoins sociaux. Pour répondre à ces besoins sociaux, on ne va pas tourner autour du pot, il faut des moyens budgétaires et financiers. Et donc, c'est de dire, voilà comment, au niveau départemental, je mets tout en œuvre pour répondre à ces besoins sociaux qu'on a évoqués en première partie. Et donc là, notre travail, parce que cette demande sociale, elle existera nécessairement. On a une population girondine qui augmente moins qu'elle n'augmentait, mais qui augmente. Il fut un temps, dans le département, on faisait rentrer l'équivalent d'un collège, potentiellement plusieurs centaines de personnes qui pouvaient être bénéficiaires du RSA, etc. etc. Donc, il faut répondre à ce besoin. Et donc, l'environnement social et économique, vous êtes avertis sur le sujet, il est clair qu'il n'est pas forcément extrêmement favorable au plan international. Il fait que si les règles d'allocation chômage se dégradent, si les droits au chômage viennent à s'éteindre plus tôt, nécessairement, on aura des personnes qui, demain, viendront dire au département « Moi, j'ai besoin de ce revenu essentiel qu'est le RSA ». C'est la même chose pour les soins. La prise en charge des soins, au niveau national, si elle est moins évidente, on va se retrouver avec... Les gens vont être en difficulté plus importante et on va devoir intervenir plus. Ce qu'il y a aussi dans... je voulais quand même, dans le contexte, vous demander qu'est-ce qui peut... quels sont les signaux, c'est mieux, les signaux d'alerte, les violences faites aux femmes. Alors, en ce moment, il y en a plus ou les femmes prennent maintenant un petit peu plus la possibilité d'en parler parce il est aussi davantage possible d'en parler, parce qu'on les écoute et on les prend au sérieux de plus en plus. Donc on a au plan national, là, Mérignac est vraiment homogène par rapport à ce qui se passe au plan national. On a de plus en plus de situations de personnes qui font part des violences qu'elles subissent. Les femmes, les personnes âgées, on n'en parle pas assez. Les personnes âgées, hommes et femmes, qui deviennent dépendantes, sont victimes de violences. De la part de qui ? De la part de la famille ou des soignants ? De la part... en priorité des proches, des aidants, C'est aussi très compliqué de s'occuper d'une personne dépendante, d'une personne porteuse de handicap. C'est très, très compliqué, c'est très difficile d'être aidant. Il faut aider les aidants, il faut les reconnaître, il faut les aider. Donc, il y a les enfants victimes de violences. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont victimes de violences et qu'on se doit d'aider. Concrètement, pour les violences intrafamiliales, ce qu'on appelle parfois les VIF, rapidement, ces violences intrafamiliales, récemment, on a mis en place un protocole de repérage et d'orientation dès que nous, dans nos maisons des solidarités, nos travailleurs sociaux, assistants sociaux, les puéricultrices, reçoivent une personne et ont un doute quant à une violence, on a déployé et on était présent, on a lancé, on s'est déplacé avec Arnaud pour lancer ce nouveau protocole. Voilà, ça c'est un signal aussi. Un déclenchement plus rapide, un signalement plus rapide, une mise en action plus rapide. On vient aussi soutenir cette action conjointement avec les services, avec les professionnels du terrain. Et il faut aussi que les victimes, elles aient quelque chose qui permette de mesurer finalement le caractère normal ou pas normal de ce qu'elles vivent. Et nous avons créé un outil au département, il y a d'autres, on l'a adapté, c'est un violentomètre, une échelle, vous le connaissez ? Oui, c'est super, ça me fait plaisir. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de se repérer quand on est pris dans un engrenage comme ça de violence. Il y a toute une gradation, l'idée c'est que c'est pas noir ou blanc, je suis victime, je ne le suis pas. Il y a une gradation, il y a une installation, et il faut en prendre conscience pour mieux qu'elle le signale, ou qu'il le signale, et qu'on les aide.
Alors, si j'ai bien compris, les années qui viennent risquent d'être un peu compliquées parce qu'on peut se retrouver avec un effet de seuil ou un effet de ciseau, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui vont se retrouver avec un besoin d'aide, notamment sociale et financière, et des financements en même temps qui risquent d'être un peu moins faciles à trouver. Donc ça veut dire que les années qui viennent s'annoncent compliquées, noir foncé. Alors on s'y prépare. Par rapport pas le volantomètre, mais voilà, par rapport au... Ouais. On s'y prépare. Voilà, le département s'y adapte de façon très sérieuse, avec un budget très serré que nous avons voté la semaine dernière. Voilà, on a notre difficulté, une de nos difficultés majeures en termes de recettes, c'est que les départements en France ne maîtrisent pas leurs recettes. Les départements ne fixent pas de taux d'imposition. Nous n'avons pas la main sur nos recettes. Nos recettes, elles sont contraintes et nous les subissons, en fait. Tu veux peut-être développer ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les recettes du département, c'est en gros 3 choses. Les droits de mutation à titre onéreux, c'est les frais de notaire, la TVA, et puis les dotations de l'État. Bien. Ça... la perte de l'autonomie financière, c'est Macron 1. Aujourd'hui, sous l'effet, et l'observation elle est maintenant ancienne, de la guerre en Ukraine, on a eu un phénomène économique très classique, avec de l'inflation, donc de l'augmentation des taux d'intérêt, donc une baisse assez formidable, au sens premier du terme, extraordinaire, des recettes de droits de mutation à titre onéreux, et on a perdu en un an, en gros, entre 100 et 150 millions d'euros. Premièrement. Et ça, vous le subissez. C'est-à-dire que si la consommation, et on va parler de la TVA, si la consommation diminue, les recettes de TVA diminuent. Enfin, tout cela est incroyablement mécanique. Donc vous avez, d'un côté, des recettes qui sont de cette nature-là, et en face, des dépenses, on l'a dit à plusieurs reprises, qui sont ce qu'on appelle des droits créances. C'est en gros, je remplis les conditions pour bénéficier d'un droit, et donc je réclame ce droit à juste raison. Ça, c'est la première chose. Donc, on rappelle régulièrement qu'il y a un problème majeur dans la construction financière de cette organisation où les recettes ne correspondent pas du tout à l'objet des dépenses qu'elles sont censées financer. Prenons la Sécu, c'est des cotisations et de l'impôt qui financent de la dépense publique. C'est cohérent. Mais là, on vous demande de financer des dépenses sociales sur des recettes assises sur la consommation. Première chose. Et puis deuxième chose, parce que tout cela passe un peu inaperçu, on l'a dit, ce sont des droits créances, donc je remplis les conditions, on me doit le RSA. Payer le RSA, bien. C'est fixé par la loi. C'est pas le département de la Gironde, contrairement à parfois certains départements qui ont dit non, moi j'appliquerai pas une augmentation. Le département de la Gironde, il est légaliste, il paye à bon droit, mais c'est la loi. Donc c'est le gouvernement, l'État qui dit voilà quel est le montant à payer. En face, quand la compensation elle n'est pas à la hauteur de ce qui est dû, si vous mettez bout à bout ce qui manque pour la PCH, prestation de compensation du handicap, APA, allocation personnalisée pour autonomie, RSA, revenu de solidarité active, c'est à peu près entre 150 et 200 millions d'euros qui manquent. Donc vous ajoutez, en gros, une dette que l'État a vis-à-vis de nous, à un défaut d'organisation financière parce que ce système il est absolument corrompu dans son organisation. On peut parler de ce que l'on veut, mais ce n'est pas la gestion du département qui est en cause. C'est l'intégralité des départements qui sont en cause. On l'a évoqué déjà. 60 départements sont dans une situation financière et budgétaire complexe. La Gironde était en avance. Pourquoi ? Parce que de toute façon, nous avions des droits de mutation à titre onéreux qui étaient très élevés parce qu'on avait... Alors, bien ou pas bien, ça, je laisserai chacun juge, mais un marché immobilier particulièrement dynamique et dynamique à la hausse. Donc, on bénéficiait de ces recettes qui nous ont permis de faire des choses. On n'a pas joué avec l'argent des contribuables, on a construit des collèges, on a aménagé des routes. Dès lors que vous perdez ce levier-là mécaniquement, tout ce système, il est fragile. Donc, vous êtes en train de dire, Arnaud Orfeuille, que les 100 millions d'euros qui manquent, entre guillemets, au département, ça n'est pas de votre fait, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses dire autour de la gestion du département, on donne sans compter, il y a trop d'agents, voilà, c'est une gestion qui a été faite un peu n'importe comment, il y a pléthore de services, enfin voilà, on entend beaucoup de choses autour de ces 100 millions.
d'euros. Et donc vous dites, nous, non, c'est le système de financement qui fait que... Oui, le système de financement n'est pas adapté et si plus de la moitié des départements de France traversent la même crise, quel que soit le bord politique, et quelle que soit aussi la nature du département, des départements urbains avec métropole, des départements davantage ruraux. La crise, elle est systémique, elle est générale. Le modèle n'est pas adapté. Donc vous entendez quand même, depuis quelques semaines ou quelques mois, là, les critiques qui sont faites autour de la gestion du département. Bien sûr. Oui. On peut critiquer la gestion, et puis justement ceux qui ne s'en occupent pas sont ceux qui le critiquent avec le plus d'aisance. Mais c'est pas Amélie Audouard, Noirfeuille, Jean-Luc Glaise, c'est le président de l'Association des départements de France, François Sauvadet, qui dit « Nous sommes à un point de rupture ». C'est lui qui le dit. Bon, voilà, c'est un homme tout à fait expert dans le domaine. C'est lui qui le dit. Donc, oui, effectivement, un besoin de financement, alors sans ramener à 76. Mais à vrai dire, ce qui est important, c'est ce que ça renvoie. Encore une fois, si l'État nous paye tout ce qu'il doit, notre épargne brute redevient positive, notre épargne nette redevient positive, et on n'est pas obligé d'aller emprunter pour le quotidien des Girondins. C'est ça le sujet. Donc véritablement, d'avoir privé les départements de ce levier fiscal en disant, à un moment donné, je vous supprime ces taxes où vous aviez la possibilité de lever l'impôt, de fixer les taux, et je tire un trait, et maintenant ce sera votre dotation, il est évident que vous perdez fondamentalement ce qu'est même l'autonomie budgétaire et fiscale des départements qui, enfin on va le rappeler, c'est l'article 72 de la Constitution. Ça questionne l'autonomie de cette collectivité. Il y a donc quand même, malgré tout cela, eu la possibilité de voter un budget primitif de près d'1,9 milliard. C'est ça quand même, le budget du département. Il faut bien se rendre compte, quand on a parlé de ce qui se passe, par exemple dans le canton, etc., il faut multiplier ça par 100 ou par 10, et ça fait un budget total d'1,9 milliard. Ouais. C'est énorme. C'est à l'aune de la nécessité, c'est-à-dire que... 1,1 milliard d'aide pour les personnes vulnérables. Sur 1,9 milliard, il y a 1,1 milliard. C'est ce que disait Arnaud. Les deux tiers. Ça équivaut à environ 1,1 milliard. Voilà, et puis le reste, fonctionnement des collèges. Chaque collège, c'est environ 10 ETP. Oui, équivalent temps plein. Ouais. Chaque collège, restauration, entretien, on emploie 10 personnes. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Alors, ça vous agace pas au quotidien qu'il y ait aussi peu de personnes qui sachent exactement le rôle du département dans leur quotidien ? On y travaille. Ouais. Nous, on se déplace et tout le monde ne peut pas tout connaître. On est persuadé, on le partage vraiment, qu'on doit communiquer sur notre mandat, qui est vraiment un engagement. Voilà, nous avons chacun une profession aussi à côté. C'est vraiment un engagement politique, un engagement volontaire. Donc on se déplace. Là, il n'y a pas longtemps, on est allé à Mérignac, on a reçu le conseil départemental des jeunes. Bientôt, on va faire venir, il y a une classe de CM2 qui nous a sollicité. On va leur faire visiter le département, on va leur expliquer ce que l'on fait. Voilà, on a conscience qu'il faut que l'on explique davantage parce qu'on est la collectivité du quotidien, on est la collectivité de la sécurité. Moi, je trouve aussi de l'intimité parfois. Les centres de santé sexuelle, c'est aussi le département. Donc, on œuvre dans l'ombre, aux côtés des communes. Vraiment, les communes sont des partenaires très, très forts du département. Et on n'en a pas parlé, les intercommunalités. Oui. Voilà, les intercommunalités, c'est aussi des partenaires très importants. Alors, justement, là, on a commencé à évoquer, il nous reste un petit peu de temps, j'aimerais qu'on en parle quand même, malgré tout, ce qu'on appelle le millefeuille. Vous avez vu la façon dont vous avez présenté un petit peu les choses. Il y a les municipalités, il y a les cantons, il y a les régions, il y a les intercos. Quand j'évoquais tout à l'heure la difficulté pour les personnes de connaître exactement votre rôle, est-ce que c'est pas du fait de cette espèce de millefeuille, on ne sait plus trop qui fait quoi exactement, qui sert à quoi. Enfin, c'est pas très clair, je pense, dans l'esprit des gens. Oui, mais la réalité est complexe. Donc, une seule collectivité territoriale, ce serait perdre en richesse de regard et d'échelle. Parce que ce sont aussi des échelles. L'échelle de la commune a un sens pour certaines activités.
Voilà, moi, je suis élue aussi à Mérignac. Oui. Je suis adjointe à l'éducation, les écoles. Ça a un sens de parler école à l'échelle de la commune. Ça va avoir un sens de parler santé sexuelle à l'échelle du département, par exemple, ou de parler mobilité à l'échelle du département. Ouais. Il y a aussi des échelles de territoire qui donnent du sens. Oui, mais qui coûte cher. Parce que, enfin, je me fais l'avocat du diable, parce que c'est souvent ce qu'on entend quand même. En disant, si on multiplie, alors il faut engager des gens pour la communauté de communes, c'est tant de personnes, et puis il y a tant de personnes au département, 5800 agents au département. Oui. Voilà. Donc, et puis il y a la région, et puis il y a les députations, et puis... Bon, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des... Entre guillemets, ce qu'on entend souvent dire en disant, si on enlève un échelon de ce millefeuille, on fera des économies. Alors, il y a déjà des formes de mutualisation avec la métropole, par exemple, les communes de la métropole. Il y a des mutualisations qui peuvent se faire. Moi, ce que j'aime bien expliquer aux enfants que je rencontre, c'est la déconcentration. Il y a des enfants qui nous écoutent. Oui, moi, beaucoup, par exemple, je suis resté un grand enfant. Allez-y. Donc, il y a la déconcentration et décentralisation. Donc, c'est des mots barbares, mais si on explique, il y a l'État central, avec le préfet, les ministères, ça va être l'ARS, ça va être, j'explique assez... L'agence régionale de santé. L'hôpital, la santé, la police, la gendarmerie, fonction administrative. La décentralisation, c'est quand même une conquête. C'est la possibilité des territoires de s'administrer localement avec des gens que les personnes élisent. Voilà, nous sommes élus, nous représentons l'intérêt des gens et nous pouvons, notre place est remise en question, notre engagement à chaque élection. À chaque élection, les gens ont le choix d'orienter différemment. Oui, au-delà de ça quand même, est-ce que vous ne craignez pas que parmi ces échelons, justement, le département soit le premier visé ? C'est un peu un serpent de mer. Oui, ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est un président de la République qui est maintenant plein de bracelets autour du bras, qui a lancé l'idée du conseiller territorial. On ne fait pas le même travail quand on est à la région sur des choses stratégiques. La région, c'est très économique, c'est des lycées, c'est des universités. Voilà. Donc stratégique, structurant. Le département, il fait des choses assez singulièrement différentes. Donc, il n'y a pas de concurrence. Je voudrais rappeler que nous avons perdu la clause de compétence générale. Qu'est-ce que c'était ? C'est qu'en gros, ça permettait à tous les niveaux de collectivité de faire un peu de tout dans tous les secteurs. Bien, ça a été perdu. Mais maintenant, parfois des gens qui trouvent que ce millefeuille, il est un peu indigeste, et n'en demeure pas moins, qui vont se tourner vers chacune des collectivités pour dire « Est-ce que vous pourriez quand même pas m'aider ?» Ben non. Parce qu'il y a le chef de fila économique qui est principalement région et EPCI, communauté de communes. Et puis, il y a le social, c'est plutôt nous. Donc, c'est au contraire, moi je trouve qu'il y a une forme de clarification qui évite justement des éventuels chevauchements de compétences qu'on pourra regretter. Et puis le deuxième point, j'estime, la démocratie, elle a un prix. Voilà. C'est-à-dire que on a des élus... Il y a la différence entre le prix et le coût. Elle a un prix. Ça coûte. Ouais. Enfin, on peut ramener tout cela à l'aune des services rendus. Oui. Ramenons tout cela à l'aune des services rendus, et on verra que le coût de fonctionnement de ces collectivités qui ont le social au cœur de leur activité, il devient soudain beaucoup plus simple à regarder. J'ajoute par ailleurs que pour un groupe de départements à peu près de même taille, c'est pas le département de la Gironde qui coûte le plus cher. Faut quand même pas le perdre de vue non plus. Alors nous allons terminer avec un élément, parce que avec tout ce boulot et tout ce que vous devez gérer au social, soit pas forcément être évident au quotidien. Est-ce que le fait d'être un binôme, ça vous aide un petit peu à décompresser, on peut dire, il vaut mieux être à deux pour gérer ce genre de choses que tout seul? Ça n'aide pas qu'à décompresser. C'est très spécifique, voilà, le fait d'être en binôme. Ça fait combien de temps que les binômes pour les départements? 2015. Ouais, c'est ça, 2015. Ok. C'est intéressant, nous sommes à 2, mais en fait nous sommes à 4. Nous avons chacun un suppléant. Presque. Oui, c'est important d'être à 2 pour réfléchir, pour porter les sujets en local.
Voilà, même si après, sur les délégations que nous portons... chacun a son job. Ouais, voilà, mais, chacun à l'échelle du département. Voilà, moi, demain, je vais en déplacement à Langon sur un partenariat avec la gendarmerie. Voilà, je vais le faire seul. Toi, ton prochain déplacement... C'est le prochain. C'est le prochain. Ça va pas tarder. Donc là, sur le canton, on est en binôme. On est un homme et une femme. C'est quand même la parité. Alors justement, vous qui êtes sensible à ce genre de sujet... Vous l'avez compris ? Oui, j'ai cru sentir un truc. Effectivement, pas mal de personnes ont dit au début de ce lancement, l'histoire de binôme, que c'était un gadget. Après le retour d'expérience, finalement. Il faudrait leur redemander, là. Oui. Ouais. Est-ce qu'il vous semble, justement, que vous avez une façon différente d'appréhender... Alors, ça va pas vous plaire, ce que je vais vous dire, mais je le dis quand même. Est-ce que vous avez une façon féminine de voir les choses ? Est-ce que Arnaud a une façon masculine de voir les choses ? Nous avons chacun une façon personnelle de voir les choses. J'étais sûr que ça... Vous auriez été déçu. Ouais, non, j'étais sûr que ça vous plairait pas. J'ai pas dit que ça me plaisait pas. Je vous ai donné ma vision. Je pense que ça permet surtout de faire entrer les femmes dans ce type d'instance, comme dans les conseils municipaux, ça a été le cas également, et comme là, ça a été le cas pour les petites communes, nouvellement, sur ces dernières élections. Ça donne à voir que les femmes travaillent tout aussi bien, s'engagent. Ça permet aux femmes de prendre conscience qu'elles peuvent le faire. Ça permet aussi aux autres femmes, aux petites filles de se projeter. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et que ça amène d'autres visions. Ça croise les regards. Un beau lapsus. Oui, c'est pas mal. Mais toi, t'as peut-être... Arnaud, Oui. c'est sympa, non, de changer. Alors, je suis un fan absolu du binôme. Voilà. Alors, il faut dire une chose, parce que lorsqu'on vous invitait, la difficulté pour vous avoir tous les deux, c'était arriver à ce que vous veniez exactement tous les deux, parce qu'il était visiblement impossible, et pour l'un et pour l'autre, de venir seul sans l'autre. Bah oui, non, mais encore une fois, c'est le premier respect démocratique, c'est que les personnes qui ont voté sur le canton de Mérignac 2 ne se sont pas prononcées pour l'un ou l'autre. Ils ont voté pour un quatuor. Bon, c'est Marie Récalde qui était avec nous et Édouard Quintano. Ils ont voté pour un quatuor. Donc, aujourd'hui, vous recevez, et merci de prendre ce temps avec nous, les élus du canton. Mais c'est fondamental. Ça a changé la façon pour vous de faire de la politique au quotidien. C'était mon premier mandat. Ah ouais, donc c'est un peu particulier. Ouais. Il n'en demeure pas moins que le domaine des égalités, si on ne pousse pas par la loi l'obligation, ça ne se fait pas. Donc, il faut impérativement que la loi nous oblige à le faire. Qu'on ose encore poser la question, et vous le faites gentiment, mais c'est impossible. Il est bien évident qu'il faut fondamentalement qu'on assure cette parité représentative des habitantes et des habitants du canton et de la société. Donc c'est fondamental. Moi je pense aussi que ça a amené ce paritarisme absolu, ça a amené un peu une transformation du mode de travail au sein du département. Enfin, ce que j'ai pu Vous avez des échos qu'il y a, ce que j'ai pu en comprendre. Et moi, je pense que c'est absolument fondamental. C'est pas ma qualité d'homme ou la qualité d'Amélie de femme qui fait une qualité intrinsèque, mais c'est la nécessité de cette représentation qui fait que je prétends qu'il y a une représentativité très forte du département et du canton de Mérignac 2 au département de la Gironde.